Après la débâcle de juin 1940, 1 800 000 combattants sont faits prisonniers. Parmi eux, plus de 130 000 sont originaires des colonies et d'Afrique du Nord. Si la plupart des prisonniers français sont dans des stalags en Allemagne, les coloniaux, eux, seront internés en France jusqu'à la fin de la guerre. Il est grand temps de mettre en lumière cet événement passé sous silence et tenter de rendre hommage à ces oubliés de l'histoire. À l'approche de l'hiver 40, Vichy s'inquiète du sort dans les stalags allemands des prisonniers coloniaux très sensibles au froid. L'Allemagne, craignant les maladies tropicales et la contamination raciale, ne veut pas de ces hommes de couleur sur son territoire et décide de les regrouper en France dans des camps appelés Frontstalag. En avril 1941, à la suite de nombreuses évasions, de décès et de rapatriements sanitaires, on compte encore plus de 69 000 prisonniers coloniaux. Algériens, Marocains, Tunisiens, Africains, Malgaches, Indochinois, Antillais. Ils resteront internés sur tout le territoire de la zone occupée. Pendant les combats, il y a eu des exécutions. Parce que, comme je vous ai dit, ils se sont battus avec ardeur. Et ça, les Allemands ne l'ont pas très bien admis, étant donné surtout que les Maghrébins et les Africains se battaient à l'arme blanche. Alors, vous le savez, il y a eu beaucoup d'exécutions. Plusieurs centaines de prisonniers sénégalais ou maghrébins ont été exécutés. Ousmane Aliou Gadio est interné en France jusqu'en 1944. En 1945, il servira de bouclier en Allemagne devant l'avancée des Alliés. On nous a capturés le 20 juin au matin. Alors, ils nous ont emmenés à Lyon. On a trouvé là-bas les Français, les Marocains, les Algériens, tout le monde dans un bâtiment, dans un hangar. Alors, on a resté là 4 jours et ils nous ont dirigés sur Dijon. Alors, on a marché à pied sur Dijon. Alors, ils ont tué 7 Marocains avant d'arriver à Dijon. Tous ceux qui ne pouvaient plus marcher, ils tirent sur lui. On est entré à Dijon, on a trouvé les prisonniers français. Il paraît qu'on était 5000 personnes. On a trouvé 35 000 personnes à Dijon. Et il n'y a plus de place. Ils nous ont amenés dans un côté de camp où il n'y a pas de bâtiment, il n'y a rien. Alors c'est nous qui avons débrouillé pour construire quelques lieux où on peut dormir. Kiem Pham Van, interné en France jusqu'à la Libération. En 1945, il repartira au combat dans l'armée Leclerc en Allemagne. Pendant 8 jours de marche, jusqu'à arriver à la gare de Rouen, et nous a mis dans le wagon Pétiot, et voyage pendant 3 jours, c'est toujours sans rien manger, toujours au régime, sans rien manger, sans boire, et puis arriver à Trèves, en Allemagne, jusqu'au mois de décembre 1940. Et puis après, il nous amène en France. Et là, stationné à Amboise, dans un camp. Mais là, il y a beaucoup de prisonniers de toutes les races. Il y a aussi comme à Trèves. En 1941, chaque Frontstalag compte en moyenne 3000 prisonniers.
certains pouvant aller jusqu'à 12 000 hommes, comme à Rennes, avec 3 camps. Pour éviter un contact prolongé avec la population locale, les Allemands les transfèrent régulièrement de front-stalag en front-stalag par train de marchandises. La majorité de ces prisonniers intègrent des détachements pour effectuer des travaux agricoles, forestiers et de terrassement. Ils travaillent aussi dans des usines, y compris d'armement, en violation des principes de la Convention de Genève. Le père Jean Quintard, prisonnier au camp de Mulsanne près du Mans. Il s'évadera au bout d'1 an, aidé par un prisonnier marocain. Alors je me suis trouvé à Mulsanne. Et là, on avait regroupé les Noirs et les Arabes. Et les Français qui restaient repartaient presque tous les mois. Un groupe repartait en Allemagne et était remplacé par des Noirs ou des Arabes. Les Français, nous restions une centaine à peu près dans le camp de Français de la métropole, alors avec diverses fonctions, comme interprète ou comme secrétaire. Alors là, je me suis trouvé donc le responsable de 300 Tunisiens marocains. Alors nous vivions à part, dans d'autres baraques. Et je me souviens toujours, il y avait le responsable de la baraque des Tunisiens, c'était un sergent de la garde béicale. Alors là, il me disait toujours, nous sommes venus au secours de la France. Ils étaient prisonniers comme nous. On a resté à Dijon jusqu'à le 25 décembre. Ils nous ont tous envoyés à Épinal, dans le Vosges. Alors on entrait à l'Épinal, c'est-à-dire le camp qui était le camp de Donon. Il y avait des camps annexes à côté, c'est là qu'on est descendu. Alors à ce moment, il y avait les prisonniers français qui étaient maintenant envoyés en Allemagne. On nous fait rentrer dans le camp de Donon. On a resté là jusqu'à 13 avril. Ils nous ont envoyés dans le Haute-Marne. On a amené dans un village qui s'appelait Verbel, dans le Haute-Marne. On coupait du bois. Et nous a formé après le commando par commando, c'est-à-dire 30 prisonniers chaque petite commune. Par exemple, à Louagat, il y a 30 prisonniers. Quand nous sommes arrivés à Louagat, toujours piquer des pommes de terre. On n'a pas l'habitude, je vous assure, c'est le mal au dos. Bon, c'est un commencement. Donc, le planquer de piquer des pommes de terre. Après, des fois, on a coupé du bois. Des fois, on a coupé des fougères dans les champs. Parce que la Bretagne, vous connaissez bien, c'est que il faut monter le but, tout ça, ils sont hauts. C'est comme au Vietnam, ça. Et puis, des fois, on tirait des fumiers. Alors, moi, quand j'ai compris quelques mots de breton, il dit que in, deux, tri, pe, pem, c'est bon, la taille quat. Oh, ça c'est bon, moi, j'ai dit à mes camarades, bon, ceux qui étaient ici, ça va tirer les fumiers. J'ai coupé du bois, c'est moins sale. Et une chose que j'aimais pas, c'est de tirer des fumiers. J'ai jamais fait. Et puis d'arracher des betteraves, oui. Et cueillir, ramasser le dorifort. La tuberculose décime ces hommes très sensibles au froid. Le ravitaillement dans les camps est déplorable, comme l'attestent des courriers de préfets. Le préfet de la Nièvre écrit le 10 octobre 1941 au secrétaire d'État à l'Intérieur. Je signale l'urgente nécessité de fournir aux 1100 prisonniers coloniaux travaillant en commando dans mon département des vêtements d'hiver et des chaussures neuves. Les prisonniers travaillant chez les cultivateurs portent les mêmes chaussures depuis la déclaration de guerre, c'est-à-dire depuis plus de 2 ans, et même certains sont pieds nus et vêtus de loques.
Ils partaient le matin en colonne, gardés par des sentinelles, à pied, et ils s'en allaient travailler. Bien souvent, ils étaient pieds nus dans des sabots, parce qu'ils n'avaient plus de souliers. Et ils avaient des sabots, il y en a quelques-uns, pas tous, il y en a qui avaient des souliers encore, mais il y en a qui avaient des sabots avec de la paille, et il faisait froid l'hiver, et ils marchaient. Et en passant dans la rue des Usines, il y avait un boulanger, là, monsieur Fitt, à l'époque, et en passant, monsieur, du pain. Alors, comme il était quand même brave, de temps en temps, il leur en donnait, mais il ne pouvait pas leur donner la boulangerie. Il donnait quelques miches par-ci par-là. Alors il y avait des sentinelles, c'était des territoriaux, des vieux, ils tournaient la tête, ils voyaient rien. Mais il y en avait d'autres, plus jeunes, attention, un grand coup de crosse, allez, Strauss, et il les bousculait dans la colonne et ils partaient. Moi, je suis une nièce de Madame Céline Jean, et j'étais très jeune, j'avais 9 ans, et je l'accompagnais dans ses déplacements vers les camps où se trouvaient ces prisonniers. Et elle allait chercher de la nourriture auprès des gens, à la fin des marchés, et nous portions ces aliments aux prisonniers dans les camps. Et ces prisonniers-là étaient donc dans le camp de la Marne, situé à Rennes. Ils étaient des milliers et des milliers. Et ce qu'elle a cherché au départ, c'est à leur apporter un petit peu de confort. Quand ils étaient hospitalisés en dehors de la caserne, elle allait les visiter. Elle allait leur porter de la nourriture. Elle les accompagnait comme une maman, d'ailleurs tous disaient « petite maman ». Et elle les accompagnait même jusqu'à la mort éventuellement, parce que bien sûr plusieurs sont décédés dans les hôpitaux, dans l'hôpital à Rennes. Et donc elle leur donnait le dernier baiser, et elle disait, pour moi, c'est le baiser de leur maman. Le travail de ferme s'est terminé. On retournait à Rennes. À Rennes, c'est dans le camp, ça s'appelle le camp Bernard ou quelque chose comme ça, bien. Et nous travaillions sur le voie de chemin de fer, de transport, de travers, de chemin de fer, de tout ça. Et puis on n'a pas beaucoup à manger non plus. Et puis on est très très froid là, c'est l'hiver là en Bretagne. En 1941. Et un soir, que nous sommes au retour au camp, j'ai vu un copain, il est en train de croquer dans un gigot. Il dit, ben dis donc, tu t'en fais pas, tu commences à manger le gigot de toi. Tu as la chance, et comment tu l'as fait? Eh bien, on a tué de chiens de garde allemand. Mais comment faire? Ah ça, on ne peut pas le dire. Et je n'ai jamais reçu comment ils ont réussi de tuer le chien de garde. En tous les cas, manger de chien, mais les Allemands, ils cherchent. Jusqu'au lendemain, ils cherchaient encore la peau ou les autres ou de tout. Rien. De véritables filières d'évasion s'organisent avec l'aide de médecins, d'assistantes sociales, de marraines de guerre, de cheminots, comme à Épinal où la famille Julet aide les prisonniers à franchir la ligne de démarcation. À Saumur,
la complicité des habitants fait enrager les Allemands qui les condamnent à payer collectivement une amende de 500 000 francs. Les prisonniers de guerre bénéficient partout de l'aide active et fraternelle de la population française. La médaille des évadés ne sera que peu décernée à ces soldats. Alors, ils coupaient les fils barbelés et les grillages, un tout petit trou, et ils passaient la nuit pour filer. Mais certains partaient, mais comme ça. Alors on leur indiquait un moyen d'évasion. Il y avait une ligne à haute tension qui passait tout près et qui allait jusqu'à Tours. Alors on leur disait, à travers champs, autrement, derrière les haies, vous suivez, peut-être à 100 mètres, cette ligne à haute tension. Et vous arriverez comme ça à Tours. Et à Tours, arrangez-vous pour vous adresser dans un commissariat de police. Alors là, on les orientait pour qu'ils puissent filer plus loin. Le député de Quémener, en Bretagne, qui dès le mois de juillet 40 avait organisé un réseau pour faire évader des prisonniers coloniaux. Et il ne faut pas oublier que à Paris, au musée de l'Homme, Germaine Tillon et le colonel Havet avaient fait le premier réseau d'évasion qui est le début d'un des réseaux de résistance très célèbres, le réseau du musée de l'Homme. Il avait fait faire une belle plaque sur laquelle il y avait écrit UNCC. Ça voulait dire Union nationale des combattants coloniaux. Alors on avait collé ça sur une porte. Et puis on avait loué un appartement de rue Breguet, exactement. C'est moi qui ai choisi l'endroit parce que c'était sur mon trajet pour aller au musée de l'Homme. Et là, je me suis chargée de recruter tout un groupe de très vieilles dames de la bonne société et puis de vieux militaires pour faire des colis et des lettres à nos combattants coloniaux. Et surtout, nous avons essayé de les mettre en rapport avec leurs familles. C'est-à-dire que nous recevions leurs lettres et on écrivait à leurs familles. Mamadou Sylla, oui. On a pu, malgré les difficultés, le camoufler. Sur le coup, je dis, j'en voulais pas. Je suis honnête pour ça. Je dis, mais ça va être fou avec les deux petites. Eh bien, tout s'est bien arrangé. Il a même vu les petites dormir. On lui a ouvert comme ça, et puis on lui faisait des signes. Et alors, le soir, mon mari le sortait, et quand le moindre bruit, il sautait dans le fossé. Mon mari me disait, il sautait comme un lapin, quoi, comme un tête, tellement il était souple. Mais toujours souriant. Alors, on a quand même fouillé tout ce qu'il avait pris dans la mansarde, on lui a laissé ce qui pouvait lui plaire. Mais c'est dommage que sa lettre, il s'était appliqué, il demandait à écrire, tout ça. Mais c'est loin, tout ça. Oui, ça, c'est un souvenir. Oui. Oui. Qu'est-il devenu? Enfin, l'essentiel, il a passé la ligne, au moins. Abdoulaye Cissé, aidé par sa marraine de guerre, s'évade du camp de Vesoul et marche pendant 25 jours en mangeant des pommes de terre crues. Je me suis cassé, je suis évadé. Je ne vois pas vu personne, puisque je suis cassé dans la forêt, je mangeais que la nuit, pas la journée. Après traverser la ligne de débarcation, c'est là que je me suis rentré à Lons-du-Saunier. La gendarmerie, il faut savoir comment ça se passait dans les camps des prisonniers de guerre et comment je fais pour évader. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous mangez bien? Vous êtes maltraité? Ils m'ont tout demandé. Et quand je buvais, je mettais la bouche dans le caniveau pour boire. Alors le gendarme m'a demandé pourquoi ces renseignements que vous me donnez, pourquoi vous ne prenez pas votre main pour boire? J'ai dit non, puisque pendant la nuit, moindre chose de bruit avec de l'eau,
On l'entend. Et puis alors, quand ils ne savaient pas un mot de français, alors là, nous avions un truc encore bien mieux. Il y avait des médecins français, médecins militaires, prisonniers de guerre, que les Allemands utilisaient pour garder les grands malades originaires d'Asie ou d'Afrique. Parce qu'ils avaient une trouille atroce des maladies contagieuses. Et alors, les médecins en question, on envoyait un de nos prisonniers, celui qui ne parlait pas un mot de français, avec un petit mot pour le docteur Le Bourris, par exemple. Alors, il s'amenait avec son petit mot, le docteur Le Bourris, qui était au courant, le collait dans un lit et écrivait lettres sur le lit. Alors là, tous les médecins allemands arrivaient devant, c'était le camp, comme si c'était le diable, et on les collait dans un train sanitaire qui les emmenait confortablement en zone libre. Yahya Coulibaly. Il s'évade du camp 135 de Rennes et se réfugie chez sa marraine de guerre âgée de 15 ans. Dans cette famille, on cache régulièrement des prisonniers. Yahya Coulibaly sera repris par les Allemands et mis en prison. Ils ont sorti un revolver, un Luger, je crois, ils lui ont mis sur la tempe. Ils ont simplement dit à ma grand-mère, on sait qu'il est là, allez le chercher. Voilà. Et ma grand-mère est montée au grenier chercher papa, mais l'Américain et l'Anglais étaient déjà repartis. Ah oui, d'accord. Eux, ils étaient déjà repartis. Et papa, je me souviens, je ne sais pas si tu avais raconté ça aussi, mais il avait compris que les Allemands venaient, et il était en train, dans le grenier, de fabriquer un filet. Et quand il a entendu monter, il a attrapé une hache pour se défendre. Et c'est Mère Grand qui est montée la première dans le grenier. Et Mère Grand dit, j'avais le revolver dans le dos, c'est moi qui montais. Elle a regardé papa, elle a fait non de la tête, il a compris qu'il ne fallait rien faire. Et il est descendu, et papa l'a suivi. Et là, donc, il a été mis en prison. Des organismes caritatifs tels que les Amitiés africaines et la Croix-Rouge apportent leur soutien aux prisonniers. Comme avec une de ses conductrices, Madame Dauchez à Saint-Médard, qui distribue régulièrement des colis de vivres, des jeux de cartes et des livres. Mademoiselle Degeillère à Pontivy met en place un service de marraine. Les marraines de guerre écrivent régulièrement à leurs filleuls, confectionnent des lainages et dispensent des cours d'alphabétisation. En échange, elles reçoivent des cadeaux, comme des bagues faites avec des pièces de monnaie. Les Allemands, ils ne sont pas aimables depuis que les Anglais étaient débarqués en Italie. Mais j'espère plus tard, nous aurons notre liberté, sans doute d'ailleurs bientôt. Nous nous rencontrerons dans une maison, cela me fera un grand plaisir. Ma chère, je n'y trouve plus rien à te dire. Je te quitte en t'embrassant affectueusement. Ton filleul qui pense bien à toi. Je salue tes amis très bien. Mes camarades te saluent très bien. Bon baiser, Nyang. Je lis pas tout en petit nègre parce que c'est un peu en petit nègre, hein. Mais il y a des moments c'est difficilement compréhensible. Voilà, une lettre parmi tant d'autres. En 43, très exactement. À cette époque-là, j'avais 13 ans. Et nous arrivions du Havre et nous étions réfugiés chez ma tante et ma cousine Charlotte. Et j'allais dans une école qui nous avait conseillé ou proposé d'adopter des filleuls de guerre. Parce qu'ils étaient dans des camps réfugiés très malheureux. Ils avaient froid, ils avaient faim et surtout ils ne pouvaient pas sortir. Mais accompagnés de leur marraine, ils avaient des droits de sortie. Alors nos maîtresses nous avaient proposé certains. Alors ma cousine Charlotte, elle a adopté un Réunionnais et moi, c'était un ami de ce Réunionnais, un Africain, Babacar Nyang. Moi, j'avais une grande amitié et puis je trouvais qu'ils ont donné leur vie pour nous
C'était vraiment un symbole, c'était un lien surtout, un lien. Nous, on les avait toujours vus comme ça. Ces pauvres garçons étaient partis de leur pays. Ils étaient venus se battre pour nous défendre, nous libérer de l'ennemi. Donc j'estimais qu'on leur devait de la reconnaissance. Et en plus, j'avais une très très grande amitié. Et toujours, j'ai eu derrière la tête que peut-être un jour, je pourrais ou le retrouver, ou retrouver sa tombe, savoir ce qu'il était devenu. Et puis pour moi, c'était un souvenir de guerre. Il y a eu plusieurs personnes qui ont eu des relations plus intimes, dont ma cousine Charlotte, qui a épousé son filleul de guerre, qui s'appelait Pierre d'ailleurs, et elle a eu des enfants, j'ai des petits cousins. Et alors c'était un mariage en pleine guerre, évidemment, accompagné de soldats, avec le fusil sur l'épaule. Et comme à cette époque-là, il n'y avait pas de taxi, il n'y avait pas de voiture, donc les mariés traversaient la ville pour aller se marier à la mairie et à la paroisse. Papa avait 20 ans en 40. Maman je sais pas. 50 de moins. Et puis maman, 50 de moins. Oui. Oui. Ouais. Moi, je suis né en 54, moi. Ouais. Et moi, en 49. Ils se sont mariés en 47. Oui. De nombreux soldats d'outre-mer rejoignent la résistance et paient un lourd tribut au combat pour la libération. Dans le maquis du Vercors, une cinquantaine d'Africains luttent aux côtés des résistants français. À Matignon, dans les Côtes-d'Armor, le Marocain Omar Ben El Hachemi, pris en otage, est attaché sur l'aile d'un camion allemand pour franchir les lignes FFI. Il meurt sous les balles le 3 août 1944. À la chapelle de Séran, proche du maquis de Saint-Marcel dans le Morbihan, reposent 3 FFI inconnus, dont un est sénégalais. Le Guinéen Adiba vient d'obtenir en juillet 2003 le titre de combattant de la résistance, grâce à Hubert Mathieu, un de ses camarades français qui s'est battu pendant des années pour la reconnaissance et la mémoire de son chef. Peu de ces soldats seront reconnus comme résistants. Le premier a été Adiba. Adiba, c'est un Guinéen qui s'était évadé peut-être vers le 20-23 juin 1940, qui s'est réfugié avec ses camarades dans un bois à Saint-Ouen-les-Parés, dans les Vosges, et avait récupéré des armes abandonnées par l'armée française. Comme il faisait courir un grave danger aux habitants avec qui ils avaient pris contact parce qu'ils avaient des blessés et qui devaient être ravitaillés, les patriotes du coin les ont fait évacuer en Suisse. Adiba, lui, est resté, et puis il a créé le premier maquis vosgien, le maquis de la délivrance. Ce maquis a été vendu au mois de juillet 1943, pris par les Allemands. Adiba n'était pas là. Il a été arrêté à Taulincourt, dans les Vosges, blessé au cours de l'arrestation par une rafale de pistolets mitrailleurs dans les jambes, amené à la prison d'Épinal, interrogé affreusement. Il n'a jamais parlé, il n'a jamais reconnu les résistants qui avaient été arrêtés dans les environs. Et il a été fusillé le 19 décembre 1943 sur le plateau de la Vierge à Épinal. Début 1943, l'Allemagne a besoin de combattants pour aller sur le front et fait appel aux sentinelles des fonds Stalag. Pour les remplacer, les Allemands demandent aux Français d'assurer la surveillance des hommes de couleur. Vichy donne son accord sans aucune réserve et s'engage à recruter des officiers et sous-officiers.
Georges Scapini, l'ambassadeur des prisonniers, écarté des négociations, dénonce cette singulière surveillance remettant en cause le statut des prisonniers de guerre. Mais il n'est pas le seul. Le colonel Danton Merlin écrit en février « N'y a-t-il pas lieu de craindre en effet que les indigènes soient amenés au bout de très peu de temps à constater que leurs anciens officiers sont tout simplement devenus leurs propres geôliers ?» L'armée coloniale, des soldats aux officiers, devra subir cette suprême injure jusqu'à la fin des hostilités. On était encadré par les officiers français. On le considérait comme les Allemands. Parce que c'est les officiers français que Allemand a pris pour nous garder. Donc on les considérait comme les Allemands. Le camp de Dole est gardé par les Français. Il y a un capitaine, il y avait l'adjudant, et puis il y a des autres sous-officiers, tout ça, ce sont plusieurs. Ils nous gardaient. Mais nous, à l'époque, on ne sait pas, personne nous donnait explication ou personne qui nous disait fais attention, que c'est l'armée de Pétain. Et nous, on ne savait rien. On croit que c'est l'armée française parce qu'il nous a laissés libres et sortis comme ça. C'est exactement comme dans l'armée, on fait ce qu'on veut. Hein, on peut demander une permission. Une telle mesure pour des militaires français qui étaient en congé d'armistice, qui allaient garder leurs camarades qui étaient prisonniers de guerre, pour moi, c'est un déshonneur. Ça ne convient pas c'est en opposition avec notre éthique militaire. D'autant plus que parmi ces prisonniers, il y avait des Antillais et des originaires des 4 communes du Sénégal qui étaient citoyens français, qui étaient donc gardés par d'autres citoyens français. Alors on a resté là jusqu'à 30 août 1944. À ce moment, les Américains sont déjà débarqués en France. Alors le 30 août, ils sont venus à ce moment, le jour où ils ont récupéré tout ce qui était dans le commando. Tous les prisonniers qui étaient dans le commando, on les a récupérés. On nous a amenés en Asie. Le lendemain, le 31 août, ils nous sont dirigés sur l'Alsace. Alors, ils nous sont séparés par groupe. Alors, on a travaillé là-bas pour faire le trajet anti-SAR. Alors, on a laissé mois de septembre, mois d'août, mois de septembre, mois d'octobre, novembre. Le 22 novembre, ils ont fait traverser le Rhin. Entre-temps, j'étais dans le FFI. Voilà. Dans le 16e arrondissement. Et après, de libération, je quittais mon travail, je reprends l'uniforme et je me suis réengagé dans l'armée Leclerc. Et je me suis participé le combat pour libérer dans l'Est, c'est-à-dire Conma, Moulouse, Épinal, Nancy, tout ça. Et après libération de tout cela, et je me suis parti en occupation, en Allemagne. Je me suis retourné en occupation à Coblence. Et jusqu'au mois, c'est en 1945. Et j'ai pris information que la guerre au Vietnam déclarée avec les Français, parce qu'eux, ils ont demandé indépendance. À moi, ça m'a fait quelque chose. En ce cas-là, je fais tout pendant 6 années pour la France. Et maintenant, il n'y a pas raison que je reste dans l'armée, parce que j'ai peur qu'on m'envoie au Vietnam pour le battre contre mes frères, mes compatriotes. En 1944, 30 000 hommes sont libérés des fronts Stalag et regroupés dans des centres de transition où les conditions sanitaires sont déplorables. Les Malgaches, les Réunionnais, les Indochinois doivent patienter de longs mois avant de quitter la France. Les Nord-Africains sont soupçonnés de velléités nationalistes. Quant aux originaires d'Afrique noire, l'exemple de Tiaroy au Sénégal est significatif de la façon dont ils ont été traités à leur retour chez eux. À Morlaix, le 3 novembre 1944,
doit appareiller le bateau le Circassia pour Dakar avec 2000 tirailleurs africains. 300 d'entre eux refusent d'embarquer car on leur a promis la régularisation de leurs papiers militaires avant de quitter le territoire français. Ils sont enfermés dans un hangar. Pour une cause insignifiante, la gendarmerie intervient et tire, faisant 7 blessés. Nous sommes le 11 novembre. Je crois que les hommes qui partent à la guerre ne sont très différents de ceux qui en reviennent. Alors voilà ces pauvres Africains qui avaient vécu en Afrique, et pour beaucoup, certains m'ont dit, avant qu'on entre dans l'armée, on n'avait jamais vu un Européen. Le premier Européen qu'on a vu, c'est notre caporal et tout. Alors, ils ont quand même passé 5 ans en France. Ils étaient libres dans les villages. Ils allaient et ils venaient. Ils travaillaient dans des exploitations agricoles ou pour des Allemands, mais enfin, ils circulaient. Ils avaient des relations avec les gens qu'ils avaient accueillis très amicalement. Donc, eux se sont considérés les égaux des Français. Mais en arrivant, comme je vous ai dit, dans ce territoire colonisé, ce n'était pas la même chose. Il y avait une différence essentielle. Sur le Circassia, l'amertume grandit. 400 ex-prisonniers refusent de continuer le voyage et débarquent à Casablanca. Les 1280 soldats restants arrivent le 21 novembre à Dakar. Ils sont acheminés à la caserne de Tiaroy, proche de la ville. Ils sont déterminés à conserver leur grade FFI et à obtenir toutes leurs indemnités. Avant leur arrivée, le 18 novembre, un télégramme émanant de la direction des troupes coloniales indique expressément de régler au mieux et le plus rapidement possible les situations des militaires indigènes coloniaux. Quand ils sont arrivés à Dakar, il n'y avait absolument rien de prêt pour les accueillir, puisqu'un télégramme qui, en somme, organisait les démarches à effectuer, a été perdu, n'est jamais arrivé. A été perdu quand même bizarrement, étrangement. On ne l'a jamais retrouvé. En France, il y a certains qui avaient fait des promesses, peut-être sous l'effet d'une certaine présence américaine, parce que dans l'armée américaine, il y avait beaucoup de Noirs, et c'est sous la pression même des Noirs qu'on a accepté de leur donner des tenues américaines à la place des guenilles qu'ils portaient depuis 1940 au moment de leur capture par l'armée allemande. Mais quand ils sont arrivés ici, on leur a enlevé, on a confisqué les tenues que l'armée américaine leur avait données pour leur restituer leurs guenilles. Et à ce moment-là, ces soldats avaient l'impression de redevenir de simples sujets, sans droit. C'est-à-dire qu'on cherchait encore à les humilier. Le 28 novembre, à la caserne de Tiaroy, 500 soldats maliens ont ordre de rentrer chez eux. Ils refusent de prendre le train car ils n'ont toujours pas touché leur solde de guerre. Ils entament des palabres avec le général Dagnan en bloquant sa voiture. Pour le général, alors qu'il leur promet de vérifier les textes, le retour à la discipline et à l'obéissance s'impose. Le 1er décembre au petit matin, par surprise, la caserne est encerclée. Les militaires français tirent. Le bilan est de 35 tués, 35 blessés et 45 inculpés. 34 seront jugés et condamnés à des peines allant jusqu'à 10 ans de prison. C'est la tragédie de Tiaroy dont les Africains se souviennent encore. Roger Bokandé appartenait au bataillon de Saint-Louis qui a encerclé le camp de Tiaroy. Il était tireur d'élite et avait 22 ans. Moi, comme j'étais en première ligne, je voyais tout. Alors, il y avait des soldats français qui étaient sur des espèces de chars. Je ne sais pas ce que c'est. Et il y avait un officier français qui avait tenu son espèce de fusil mitrailleur. Alors lui, comme il parlait beaucoup, il a énervé les officiers, parce qu'il y avait beaucoup d'officiers parmi eux. Enfin, qu'ils aient volé les grades, que ce soit vrai ou pas, en tout cas, on voyait bien
Ils avaient des galops. Les anciens prisonniers. C'est les anciens prisonniers. Ils avaient beaucoup de galops, beaucoup de décorations, et on voyait qu'ils n'avaient pas peur. Alors, quelques-uns sont sortis des rangs, ils ont giflé l'officier qui était sur l'espèce de char. Ils ont giflé. Alors, les Français ont compris que ces gens-là n'avaient rien à faire. Ils n'ont peur de rien. Ils ont tiré une rafale. C'est fini. Alors moi, c'est la première fois que je voyais tomber des personnes. C'est mon ami Nicolas Ndiaye qui me disait, ils sont morts. Je dis, comment ils sont morts? Il me dit, si, ils sont morts. Tu vois, ils ont tiré. L'histoire de Dakar, en somme, c'est la confrontation entre deux mondes. Un monde de colonisateurs qui étaient restés confortablement à l'écart de la guerre et ces gens qui revenaient après avoir quand même souffert presque 5 ans affreusement. D'autre part, les FFI leur avaient donné des grades et ces grades n'étaient pas reconnus par l'armée française. Or, eux voulaient être soldés aux grades qu'ils détenaient dans les forces françaises de l'intérieur. Alors, au lieu de ce qu'on appelle en France, en Afrique, des palabres, où tout s'arrange, après de longues discussions, les affaires se sont envenimées, on leur a tiré dessus, il y a eu 35 tués et 35 blessés, alors que les Français n'ont eu qu'un blessé léger, par commotion. En 1945, les troupes africaines encore cantonnées en France et en attente d'embarquement apprennent la tragédie de Tiaroy. Furieux, les soldats coloniaux font acte d'indiscipline. On disait que les Sénégalais, les Mauritaniens, les Maliens, les Burkina Faso, eux, ils ne peuvent pas rentrer parce qu'il y a des maladies au Sénégal. Et ce n'était pas vrai, c'était faux, c'était à cause de Tiaroy. Alors, à ce moment, on a donné l'ordre, on ne s'alliait pas nous, ces Français. On était passé contre les Français à ce moment. Ce qu'ils ont fait à Tiaroy et ce qu'ils ont fait les militaires, les prisonniers. On dit qu'on ne salit personne. Alors, il y avait un Ivoirien qui était à Sarfayel, alors qui a rencontré les patrouilles français. Il n'a pas salié. Le lieutenant lui a appelé, lui a demandé pourquoi il n'a pas salié. Il dit qu'on ne salit pas les Français maintenant. Il a tiré sur lui, il a tué le soldat. On a l'impression, en suivant la documentation, qu'il y a eu une série de provocations méthodiquement distillées pour amener ces soldats à se mettre en marge de la légalité, pour opérer la répression, afin de faire peur à tous ceux qui étaient susceptibles de parler d'indépendance ou d'autonomie. Parce que De Gaulle à Brazzaville a été très net. Pas question d'autonomie, pas question d'indépendance, tout dans le cadre français. Les choses ont été très nettes. Les anciens combattants ont joué un rôle important dans la prise de confiance politique qui a conduit aux indépendances africaines dans les années 60. Ils ont vu de près le monde occidental, en ont compris les faiblesses, se sont servis de ce qu'ils avaient acquis là-bas comme expérience dans leur lutte contre le colonialisme. Et ce n'est pas étonnant qu'il y ait eu une dissidence panafricaine dans l'armée française. Parce que tout de même, Tiaroy, ce n'était pas simplement des tirailleurs sénégalais. C'était ceux qu'on appelait à l'époque les Voltaïques, aujourd'hui les Burkinabés, les Dahoméens,
aujourd'hui les Béninois, les Soudanais, aujourd'hui les Maliens, etc. Les Sénégalais, évidemment, ce sont tous ces gens-là qui se sont concertés et qui ont dit on ne peut pas aller plus loin, notre dignité d'homme est en cause, et la dignité de l'homme en général. Les droits revendiqués par ces ex-prisonniers étaient légitimes, comme l'attestent les documents officiels. Ces hommes ne devraient-ils pas obtenir réparation ? Les combattants coloniaux, comme après la guerre de 14-18 d'ailleurs, ont été traités d'une manière très différente de leurs camarades européens. Ainsi, en 1960, plutôt à la fin de 1959, un décret a dit qu'étant donné qu'ils n'étaient plus citoyens sujets français, leur pension serait cristallisée, c'est-à-dire qu'elle n'augmenterait plus, qu'elle resterait gelée au taux du 1er janvier 1960. Depuis, au gré d'intérêts économiques et stratégiques de la France, des visites de présidents de la République ont fait quelques réajustements. Mais ce n'est pas encore, et de très loin, au taux pratiqué pour les anciens combattants français. Par 6 mois, nous avons 57 700 par mois, par semestre. Par semestre. Ils ont cristallisé nos pensions. Ils ont cristallisé nos pensions. Nous touchons la quart des pensions françaises. Et c'est maintenant qu'il veut régulariser ça. Depuis il parle, ça n'a pas encore arrivé. Ouais. Ils vont valoriser notre pension. Ça n'est pas fait, ça a été dit, ça a été un peu partout dit, sur les journaux, les journalistes, les historiens, tout ça. Mais jusqu'ici, rien, on n'a rien vu, il n'y a que des promesses. Voilà le message, il n'y a que des promesses. On nous fait des promesses tout le temps, tout le temps. M. Chirac avait promis fermement que l'an 2000, ils vont rétablir ces anciens combattants dans le droit. Bon, ça n'a pas été fait. Bon, le président Wade, avant d'être président de la République, il a déjà intervenu plusieurs fois en France. On a toujours dit oui, oui, mais jamais rien. Bon, en France, toutes les associations d'anciens combattants, tous se sont impliqués pour que nous soyons rétablis dans nos droits. Et puis il y a quelque chose ici en France, depuis un certain moment, des années maintenant. Avant, le 14 juillet, les anciens combattants étaient invités. Le 11 novembre, à la fin de la guerre, les anciens combattants étaient invités. Tout événement de guerre qui se faisait en France, les anciens combattants étaient invités. Il y avait une délégation qui venait pour assister. Mais maintenant, on voit des délégations étrangères qui viennent de l'autre côté, qui sont invitées, mais pas l'Afrique. Pas l'Afrique. Et tout ça, c'est un manque de reconnaissance à ceux qui ont versé leur sang pour la liberté de la France. C'est un manque de reconnaissance. Il y a 72 millions qui ont été mis à part pour ces mesures de rajustement. Mais les décrets d'application sont au Conseil d'État qui les examine très lentement. Et je ne vous cache pas qu'on a clamé urbit et orbi que ces mesures allaient être effectives en 2003 et que les anciens combattants africains et indo-chinois commencent à trouver amer de ne pas avoir touché un centime au mois de septembre 2003. Il n'y a pas un seul grand chapitre de son histoire coloniale sur laquelle la France ait cru devoir revenir pour reconnaître sa part de responsabilité et s'en excuser. Alors, soyons réalistes. La France qui, aussi bien sur l'Indochine, Madagascar, que la guerre d'Algérie, freine des quatre fers, ne va sûrement pas demander pardon pour Thiaroye. Mais ça,
il faut le demander. Thiaroye, c'est un symbole extrêmement fort. Et reconnaître cela de la part des Français, mais c'est assumer notre histoire dans toute sa vérité.